Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre Midi Histoire de novembre. Midi Histoire, je vous le rappelle, qui sont organisés par l'IGPDE, des ministères économiques et financiers de la France. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour cette séance Lidwine Scordia. Lidwine Scordia est professeure des universités. Elle est professeure d'histoire médiévale à l'université de Rouen, Normandie. Et aujourd'hui, elle va intervenir pour nous proposer une conférence intitulée « De l'imprimerie à l'IA, progrès, enjeux et questions, 15e siècle, 21e siècle ». Donc vous le voyez, aujourd'hui, nous avons une traversée longue dans la durée et un sujet d'actualité au bout de la conférence, l'IA. Mais nous allons voir que au Moyen-Âge, déjà, l'apparition de l'impression et du livre avait été aussi une petite révolution. Donc c'est intéressant de voir les parallèles qui vont pouvoir s'établir. Mais je laisserai ce travail à notre historienne présente à mes côtés aujourd'hui. Quelques mots autour de Lidwine Scordia et de ses travaux. Il faut savoir que Lidwine Scordia est une spécialiste de la fiscalité à laquelle elle a consacré sa thèse soutenue en 2001 sous la direction de Colette Beaune, et qui portait sur l'impôt entre le XIIIe et le XVe siècle. Lidwine Scordia a plusieurs centres d'intérêt et centres de recherche. Elle a également travaillé sur la monarchie, la royauté, et elle s'est particulièrement intéressée à un de nos rois, Louis XI. Et je vais citer là deux publications. Une publication en 2021 aux éditions Vendémiaire, 11 énigmes autour de Louis XI, donc aux éditions Vendémiaire, et surtout, peut-être en 2015, Mythes et réalités autour de Louis XI, et avec cet ouvrage, elle a obtenu le prix Marcel Pulitzer. Enfin, et je vais terminer peut-être avec cela, elle a également d'autres centres d'intérêt que la fiscalité, l'État et le gouvernement. Elle a publié en 2013 un ouvrage, L'histoire des bijoux du Moyen-Âge aux Arts déco. Et pour clore le sujet et la présentation, je vais vous indiquer qu'en préparant cette mini-introduction, j'ai remarqué que les médiévistes, qu'on imagine souvent en train de transcrire des manuscrits dans des bibliothèques obscures, se sont intéressés très tôt aux technologies et que l'IA doit les intéresser particulièrement maintenant de nos jours. Nous allons le découvrir aujourd'hui. Mais je peux vous dire que dès 1978 avait été créée une revue qui s'intitulait Le médiéviste et l'ordinateur 78, et cette revue a duré 10 ans et elle est en ligne aujourd'hui. Vous pouvez la regarder si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, je laisse la parole à notre intervenante. Merci à tous d'être aussi présents avec nous aujourd'hui. Merci Anne, merci beaucoup pour cette invitation à ce Midi Histoire Bercy. Merci au bureau de recherche IGPDE. Ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de venir faire une conférence devant vous, soit en direct, mais en visio. Alors je suis enseignant-chercheur, comme ça a été dit par Anne, en histoire du Moyen-Âge. Et j'enseigne l'imprimerie, puisque l'imprimerie c'est le milieu du XVe siècle, à mes étudiants. Mais on peut se demander comment, pourquoi un enseignant-chercheur, puisque c'est notre statut, médiéviste, peut faire une conférence sur l'intelligence artificielle. On a toujours cette formule insupportable qui existe. On n'est plus au Moyen-Âge pour signifier que le Moyen-Âge est synonyme de barbarie. La phrase court encore aujourd'hui. Alors je vais rapprocher deux révolutions, l'imprimerie et l'intelligence artificielle, dans un même intitulé, deux révolutions distantes de 6 siècles, l'une 15e, l'autre en cours, depuis le milieu du XXe siècle. Midi Histoire avait proposé en juin dernier une conférence table ronde, Intelligence artificielle, l'histoire donnera-t-elle raison aux ludites? Vous êtes peut-être nombreux ou certainement nombreux à avoir
Écoutez cette conférence, les Ludites, vous savez, ce sont les briseurs de machines du début du 19e en Angleterre. Et c'était une conférence qui rassemblait des directeurs d'écoles d'ingénieurs et de hauts fonctionnaires sur le thème de l'intégration de l'IA dans les petites et moyennes entreprises, parce que pour les grandes, c'est quand même très largement en cours. Alors mon domaine de compétences, évidemment, ce n'est pas l'entreprise, mais ce sont les manuscrits. Les manuscrits du XIIIe au XVe, la production de manuscrits, la diffusion, l'analyse, l'édition, y compris les éditions numériques. Donc je vais partager aujourd'hui avec vous mon expérience d'enseignant et de chercheur, puisque j'utilise dans un programme de recherche l'IA pour mettre en valeur des archives et manuscrits. Commençons par définir ou redéfinir les termes. L'imprimerie. Le nom désigne la réalisation de caractères mobiles permettant de composer une ligne typographique des textes qui étaient originellement écrits à la main, c'est-à-dire manuscrits. Manus scribere, écrit à la main. L'IA pour intelligence artificielle, le monde anglo-saxon dit AI, mais on va garder IA, c'est l'ensemble des théories et techniques visant à réaliser des machines capables d'imiter l'intelligence humaine. Appelons-la IH, comme je le ferai dans cette conférence. Il y a des thèmes, des thématiques communes à ces innovations, favoriser l'accès aux textes manuscrits, et de grandes différences, dont la principale est peut-être le contraste entre la matérialité d'un livre imprimé et l'immatérialité de nos éditions numériques. Le mieux pour un thème aussi complexe est de suivre un plan chronologique pour pouvoir apprécier les contextes, les enjeux, les réalisations qui ont accompagné ces révolutions et qui accompagnent ces révolutions. Donc en premier, l'imprimerie et en deuxième, le Moyen-Âge et l'IA. Mais on est toujours dans les deux thèmes avec le point central qui est le manuscrit, l'enjeu central qui est le manuscrit. Alors pour commencer, la révolution Gutenberg, appelons-la ainsi, puisque c'est le nom de l'inventeur de l'imprimerie. Du livre manuscrit au livre imprimé, contexte, technique, et puis je prendrai le cas de l'atelier de la Sorbonne. On va rester un instant sur la première production, qui est la Bible qu'on appelle la Bible de Gutenberg. Elle n'est pas de Gutenberg comme on s'en doute, mais elle est imprimée par Gutenberg et qu'on appelle le B42, B pour Bible et 42 parce qu'il y a 42 lignes dans une page. Alors le contexte. La production de livres ne date pas de l'imprimerie, mais avant 1450, ou le début des années 50 du XVe siècle, les textes étaient recopiés à la main, sur des supports de parchemin, c'est-à-dire de la peau d'animal, et de papier. Et ensuite étaient rassemblés dans des cahiers et cousus dans des livres. On appelle un livre un codex. Au XVe siècle, il existe une grande diversité de manuscrits, de formats, de qualité, d'écriture, de décors, évidemment. Mais on a aussi une demande croissante d'écrits. Il y a un marché qui croît, je vais dire pourquoi, et à un moment donné, il y a une sorte d'analyse du ratio coût et temps qui va stimuler la recherche de nouveaux procédés de reproduction de ces textes. Alors d'abord, l'augmentation de la demande d'écrits. On parle de la soif d'écrits. Il y a une augmentation démographique dans l'Occident latin, il y a la croissance de l'alphabétisation. On peut l'évaluer, c'est un peu une évaluation, hein. Et puis ça dépend beaucoup des milieux, de 20 à 30% de la population qui est alphabétisée, parce que les milieux, par exemple, ecclésiastiques sont à 100%, et puis d'autres milieux le sont beaucoup moins. On a le développement des universités, déjà depuis le début du XIIIe, l'influence aussi d'un mouvement culturel qu'on appelle l'humanisme, qui est très demandeur d'écrits de textes de l'Antiquité, qui est admiré comme pratiquement pendant tout le Moyen-Âge. La soif d'écrit, et c'est ça qui est nouveau, dépasse de beaucoup les milieux ecclésiastiques et les milieux de pouvoir, les milieux curieux, appelons-les ainsi. Et donc, on voit
des métiers d'artisans, de marchands, les bourgeois, la création de bibliothèques urbaines, et on a besoin de livres. Voyons maintenant le paramètre financier. Anne a rappelé que j'avais fait ma thèse sur la théorie fiscale, théorie de l'impôt. Ratio temps-coût. La production de manuscrits a un coût élevé. C'est dû d'abord aux matériaux. Le parchemin, même si c'est une peau de mouton, il faut traiter cette peau de mouton. Il y a plusieurs métiers qu'on va rassembler autour du mot parcheminier. Il y a l'encre et puis il y a le scribe. Le scribe, il faut le payer. Il y a des bons scribes, des moyens scribes, et puis des scribes qui écrivent comme des cochons, mais il faut quand même les payer. Alors, je vous donne une indication, parce que pour montrer la révolution de Gutenberg, il faut des repères. Un bon copiste peut écrire 2 à 4 pages par jour. 2 à 4 pages par jour. Et tout cela entraîne un coût très élevé des livres. Le prix moyen d'un livre équivaut à peu près à 1 semaine de salaire de quelqu'un qui exerce la fonction de secrétaire notaire du roi. Donc c'est déjà un emploi élevé. J'ai eu l'occasion d'éditer un manuscrit qui fait 38 pages, qui est très enluminé, et j'avais évalué, grâce à des collègues plus spécialistes que moi, à 2 mois. 2 mois le temps qu'il avait fallu pour le scribe et pour l'enlumineur pour réaliser ce livre de 38 pages. Donc il faut tenir compte de l'évolution aussi, en parallèle, l'évolution du prix du papier. Au XIVe siècle, le papier est 4 fois moins cher que le parchemin, mais à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire au XVe, le papier est 13 fois moins cher que le parchemin. Et de plus, la qualité du papier a augmenté. Donc l'imprimerie s'explique par cette conjonction demande d'écrit, vraiment un coût trop élevé des livres, et puis un papier qui est de bien meilleure qualité. Il y a eu des essais de reproduction bien avant Gutenberg, mais nous, on va s'intéresser à Gutenberg. Alors, Gutenberg, quelles sont les techniques ? Gutenberg va mettre au point une révolution technique. Il est le dernier à la mettre au point, mais on l'avait commencé avant lui. Il y a eu beaucoup de recherches, surtout au niveau de l'encre. L'encre n'avait jamais la fluidité qu'il fallait, et finalement, ça a été mis au point. Il y a un besoin économique, il y a un marché, il y a aussi un élément auquel il faut penser, c'est le nombre limité de lettres dans l'alphabet latin. 26 lettres. Il y a l'assemblage de plusieurs techniques, des caractères en métal, en plomb, quelquefois en alliage, une encre adaptée, une presse qui est reprise aux presses des vignerons, et la conjonction de l'ensemble, donne un atelier comme celui-ci. Ça, c'est une estampe qui est plus tardive, mais on voit le maître imprimeur, on voit la casse, je vous la montre ici. La casse, c'est vous voyez, c'est cette boîte où sont placés les différents caractères en métal. On a ici la casse du musée de l'imprimerie de Lyon, Lyon qui est très précurseur dans l'imprimerie en France. Et puis il y a Gutenberg, qui est né vers 1395, qui meurt en 1468, qui est originaire, le point est intéressant, est originaire il a des parents qui exercent les métiers d'orfèvre. L'orfèvre, ça veut dire le travail du métal, donc ça va lui donner les capacités pour réaliser des alliages, des moules, des matrices. Il y a une association pour arriver à l'imprimerie, Gutenberg, un financier privé, et puis son neveu qui était copiste. Donc il savait construire justement ces lettres, cette série typographique. Le premier livre qui est choisi, c'était un enjeu, quel livre choisir ? Eh bien le choix est un choix commercial, c'est-à-dire c'est le marché qui a dominé si on l'exprime ainsi. Donc il choisit de faire paraître une Bible en 2 volumes, grand format, 2 couleurs comme vous voyez, 42 lignes, avec sur papier, on pourrait imaginer une imprimerie sur parchemin, mais là c'est sur papier, il y a un filigrane qu'on peut
identifié, une tête de taureau. La fin de vie de Gutenberg est assez sinistre parce qu'il n'arrive pas à rembourser le financier et donc il va y avoir un procès qu'il va perdre et tout son atelier, son matériel et les impressions réalisées vont être confisqués suite à ce procès. C'est pas inintéressant, mais c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais je le cite parce que c'est suggestif. La production, il va y avoir dans la lignée de Gutenberg, la production de livres de Bibles imprimés, avec donc un texte qui est rendu beaucoup plus accessible, sans recours forcé au clergé ou à l'Église, au curé de la paroisse ou à l'Église. Il est difficile de ne pas voir un lien avec le développement de la Réforme, mais je m'arrête là. Il y a une très forte exaltation de cette innovation. On le voit en particulier avec des poèmes qui accompagnent très souvent. Alors vous avez une très belle enluminure ici. En fait, ça c'est imprimé. Et c'est pour vous montrer que l'idée des premiers imprimeurs, c'est d'imprimer et que ça ressemble finalement à des livres manuscrits. Mais on a sur cette estampe ici, qui glorifie, en tout cas visuellement, un atelier où on voit beaucoup de monde très appliqué. Il y a un poème, une ligne qui est écrite en latin et que je vous traduis. De même qu'une seule voix peut être perçue par de multiples oreilles, de même un texte peut être lu par beaucoup. En une semaine, avec 2 personnes, ou plus, là il y en a plus, et une presse, un livre peut être produit, imprimé, en 1250 exemplaires. Une semaine, 1250 exemplaires. Tout à l'heure, je vous parlais d'un livre qui était de 38 pages et il fallait 2 mois. Un seul exemplaire pour un livre de moyenne taille, mettons une centaine de pages, c'est 1 an. Donc le rapport entre les deux, il n'y a pas besoin d'insister. Je voudrais vous donner un exemple maintenant de la révolution Gutenberg avec le cas français. Le cas français, alors dans l'ordre de la chronologique, c'est l'Allemagne ou les Allemagnes, puisqu'il n'y a pas d'Allemagne en tant que telle, mettons qu'il y ait le Saint-Empire, c'est l'Italie, mais l'Italie n'existe pas non plus en tant que telle, donc ce sont des villes, et puis il y a la France avec Paris. Quelques mots, pourquoi en France et comment en France ? La France est le 3e pays à développer l'imprimerie dans un contexte très spécifique dont je vais vous dire un mot. D'abord, qui est à l'initiative ? Ce sont 2 professeurs de théologie de la faculté de théologie de Paris, qui est la faculté de théologie la plus réputée dans l'Occident latin. Ils ont pour nom Guillaume Fichet, Jean Hinlin. Ils vont à Bâle, à l'université de Bâle, où ils vont rencontrer 3 typographes allemands dont vous avez les noms, Ulrich Gering, Martin Kranz et Michael Friedberger. Ils les font venir en 1469 à Paris. Et ils vont demander au roi, le roi Louis XI, qui est protecteur de l'université. L'université, hiérarchiquement parlant, dépend du pape, c'est-à-dire de Rome. Mais elle est installée dans une ville, Paris, et cette ville, c'est la capitale du royaume de France. Le roi Louis XI donne l'autorisation d'installer un atelier d'imprimerie dans une dépendance du collège de Sorbonne. On l'appelle l'atelier de Sorbonne. Aujourd'hui, on appelle Sorbonne, c'est le nom de l'université. À cette époque-là, c'est le nom d'un collège, c'est-à-dire qui rassemble des pensionnaires, étudiants, qu'on fait travailler à l'université pour les préparer aux examens de l'université de Paris. Et d'ailleurs, il existe encore aujourd'hui les presses de Sorbonne en souvenir de cet atelier de Sorbonne qui a publié le premier livre imprimé en France en 1470. Donc vous voyez, il a fait 15 ans, l'invention à 15 ans. Le roi est favorable à cette invention, il donne son soutien, il donne son appui financier également. Il y a besoin de livres pour les étudiants.
des livres à moindre coût, des livres qui sont copiés, où on évite les erreurs, parce que comme il fallait beaucoup de manuscrits, les manuscrits étaient copiés très vite par des copistes qui n'étaient peut-être pas excellents, et il y avait beaucoup d'erreurs. Donc à quoi sert un livre où il y a de nombreuses erreurs? Un manuscrit où il y a de nombreuses erreurs, eh bien à rien. Le premier livre imprimé, le choix est intéressant. C'est un livre d'un humaniste italien, d'un contemporain. Il est mort en 1431. C'est un livre, vraiment, ce sont des lettres latines, c'est en latin, parce que l'enseignement est en latin à cette époque-là, et c'est pour ça que les étudiants peuvent circuler d'une université à l'autre, puisque l'enseignement est en latin. Donc ce Gaspard de Bergame a fait des modèles de la bonne écriture en latin, donc c'est l'humanisme évidemment. Le livre est assorti, je l'ai mis aussi, à la fin du volume par un poème en latin encore, Ut sol lumen, qui est intéressant à lire. C'est pour ça que je l'ai mis la traduction en regard. Nouveau soleil. Alors quel est le nouveau... Ça qualifie quoi? L'imprimerie, Paris, les typographes, le roi, le royaume. Nouveau soleil, tu répands sur le monde, ô Paris, cité royale, mère des muses, les lumières de la science. D'en accepter en récompense cet art d'écrire, presque divin, qu'inventa la Germanie. Voici le premier livre créé, vous le lirez plus facilement avec ce PowerPoint. Très intéressant hein, ce mélange. C'est vraiment l'Europe où est cité Paris, où est citée une invention, où sont cités les typographes. Le deuxième livre est à peu près du même auteur, donc toujours d'un contemporain, toujours en latin, toujours humaniste, et c'est un livre pour la pédagogie des maîtres de l'université. Alors, je vous donne la liste des premiers, parce que ce sont les premiers qui donnent l'orientation. Parce que l'imprimerie, c'est une invention, certes, mais le choix des titres qui sont publiés, les premiers, c'est quand même très indicatif. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le mouvement de l'humanisme. Pour le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, on est quand même passé à l'Antiquité avec Salluste et Florus. Mais le dernier, le cinquième, on est passé à un contemporain qui est toujours vivant à cette époque-là, c'est le cardinal Bessarion, qui lui, c'est pas un livre pour les études, les étudiants, c'est un appel à la croisade pour les Turcs qui avancent dans l'Europe centrale. Donc, on est en train de changer. Louis XI a très vite compris l'intérêt de l'imprimerie et d'ailleurs, il fera imprimer en 1482 un traité de paix qui s'appelle le traité d'Arras, qui confirme le gain de nombreuses régions, en particulier la Bourgogne. Donc, vous voyez, si on fait la hiérarchie, le premier marché, c'est le marché de la foi. C'était la Bible. Le deuxième marché, c'est la culture. Là, on a un marché qui est religieux et politique aussi. Mais les livres qui vont paraître et qui vont être demandés, et ça va être en rupture finalement avec ses tout débuts, ce sont des livres d'histoire. Parce que le public aime l'histoire et curieux d'histoire ancienne, d'histoire contemporaine, histoire un peu romancée. Donc ce sont des livres d'histoire. J'arrive à la fin de cette première partie et normalement on dit à nos étudiants il faut faire des transitions. Alors, parce qu'il ne faut pas que je sois haché, même si là chronologiquement il est quand même plus logique que j'évoque l'IA après l'imprimerie et non pas avant. Aujourd'hui, il y a une intégration de l'IA dans le métier d'imprimeur. C'est ce qu'on appelle l'édition numérique. Nous, ça existe depuis les années 80 du siècle passé. On est très habitués à ça parce qu'on a nos propres imprimantes qui font une reproduction de documents à partir de données informatiques, à partir de notre ordinateur. On appelle ça l'IA 2.0, qui est un néologisme qui a pour sens de dire que c'est une version nouvelle. Le livre numérique, c'est-à-dire sans impression papier, est-ce qu'une révolution? Bon. Je vous ai mis à la fin, toute fin, c'est la dernière diapositive de ce PowerPoint, une bibliographie si vous voulez aller plus loin. On a des collègues très savants qui sont spécialistes des premiers imprimeurs.
libraires-imprimeurs, souvent ils étaient à cette époque-là. Allez, on passe au deuxième. Deuxième point, le Moyen-Âge et l'IA. Ce n'est pas que le Moyen-Âge ait créé ou favorisé l'IA, c'est plutôt comment l'IA peut mettre en valeur le Moyen-Âge et en particulier les manuscrits. Alors pour commencer, ce PowerPoint a été réalisé et avant que je mette, j'insère une diapositive, mais je vous la décrire et puis vous la connaissez certainement puisqu'elle est toute d'actualité. Parce que l'IA est omniprésente dans les médias, tout le monde en parle, que ce soit de manière savante ou de manière plus grand public. Alors on a parlé de l'IA avec les scénaristes d'Hollywood, on parle des chatbots et on le voit très bien nous-mêmes, ce sont tous les dialogueurs qui sont présents sur tous les sites pour vous aider. En tout cas, il faut entrer dans leur logique de dialogueurs. Et puis, il y a le ChatGPT qui nous est arrivé en 2022, en novembre 2022, et qui sont entrés, enfin quand on est enseignant, qui sont entrés dans notre métier d'enseignant, évidemment, parce que tous nos étudiants sont sur ChatGPT. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les possibilités? Quelles sont les règles? Est-ce qu'il y a des barrières? On a reçu en début d'année, là en septembre, 5 pages d'instructions, l'IA permise, l'IA tolérée, l'IA interdite. C'est pas simple. Et puis il y a d'autres, il y a très récemment, là, le robot violoncelliste, l'orchestre symphonique de Malmö en Suède. Mais le plus incroyable, et qui est encore plus récent, en tout cas pour le bruit qui a été fait, c'est ce tableau qui a été produit par intelligence artificielle, un robot humanoïde signé AIDA, c'est en souvenir de la mathématicienne Ada Lovelace, du tout début du 19e siècle. C'est un tableau qui représente le portrait d'un mathématicien, vous le regarderez très facilement sur l'Internet, un mathématicien qui s'appelle Alan Turing. Il est passé en vente aux enchères le 7 novembre 2024, donc c'est pas très vieux. Il était estimé, vous savez qu'il y a une estimation, après il y a l'adjudication, c'est-à-dire ce sont les enchères. Il est estimé à 120 000 $, il est parti à 1 200 000 $. Donc multiplication par 10. Alors parle-t-on du nouvel ère artistique? C'est pas le sujet, mais c'est pour vous montrer qu'il est partout. Mais moi, je vais vous parler de l'IA et des manuscrits. Vous savez, dans cette conférence, le but, quand on est historien, et on le dit tout le temps à nos étudiants, on ne juge pas, on ne dit pas c'est bien, c'est une bonne réforme ou c'est une mauvaise réforme. L'historien n'a pas à juger et il a à exposer des éléments, chacun après a les possibilités de réfléchir. Alors l'IA, quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés dans le domaine qui est le mien, donc des manuscrits, et je prendrai un exemple. Alors les enjeux. Je vous montre là un registre que j'appelle le monstre, parce qu'il fait 25 cm de la reliure. Elle a perdu un peu sa couverture, mais vous voyez bien la couture de tous les cahiers. Ces manuscrits, c'est un registre qui fait 25 cm de large, qui fait plus de 1000 pages. C'est un registre de notaires. On appelle tabellion les notaires en Normandie. Eh bien, voilà, on a des registres de ce type dans tous les fonds d'archives, et puis des registres qui peuvent être un petit peu plus minces quand même. Et dans les bibliothèques, les étudiants sont toujours surpris quand on leur dit, au moment où ils commencent à choisir des sujets de master ou bien de doctorat, mais madame, est-ce qu'il reste encore des manuscrits ou des archives? Mais les bibliothèques sont remplies de manuscrits qui n'ont pas été étudiés. Les fonds d'archives sont remplis de manuscrits ou de registres comme celui-là qui n'ont pas été étudiés, ou alors peut-être une page ou deux ou même 10. Quand je parlais tout à l'heure de ce manuscrit de 38 pages que j'ai édité, c'est un manuscrit qui est très enluminé. Eh bien, je l'ai édité en 2010 et je dis, mais il n'est pas été édité. C'est un manuscrit qui a été offert au roi Louis XI.
Il est très enluminé, les enluminures sont en très bon état. Pas édité. Non, pas édité. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas intéressant. Il est banal. On connaît déjà tout ce qui est écrit. Bon, alors moi j'étais ravie d'entendre ça parce que ce n'est pas un manuscrit banal puisqu'il est codé. Hein, on aime beaucoup les codes dans ces périodes-là. Et je dis, mais les enluminures n'ont pas intéressé. On a de très très grands éditeurs qui font des facsimilés de manuscrits médiévaux. Hein, c'est un grand éditeur qui est à Barcelone, qui est Molero. Non. Pourquoi? Mais parce que les enluminures sont magnifiques, mais il n'y a pas assez de pages. Donc ça reviendrait trop cher pour l'éditeur de facsimilés. Donc il y avait un boulevard que j'ai pris pour l'éditer. Alors, mais ça c'était une édition papier. Quoique maintenant, non, c'est toujours une édition de papier, mais on a d'autres projets. L'IA intéresse les médiévistes pour le potentiel numérique. Je dois dire c'est quand même relativement récent, ça date d'un manifeste, Digital Humanities, qui date de 2010, qui vise à favoriser l'utilisation de l'informatique dans les sciences humaines, dont l'histoire, en insistant sur la communication des résultats en open access, c'est-à-dire en libre accès. Les deux, numérique, open access, c'est-à-dire libre. Alors on a comme ça déjà eu des réalisations pour le Moyen-Âge. Je pense en particulier à une édition double, numérique et papier, d'un registre d'un notaire d'Orléans en 1437, qui est en ligne, qui était en collaboration d'un ancien chercheur, Koukifianou, et de l'École des Chartes. Outil numérique qui permet d'interroger par des mots-clés et puis de visualiser la page manuscrit et en regard la transcription. Je viens de citer l'École des Chartes, qui fait partie des principaux acteurs de cette nouvelle mise en valeur des manuscrits. L'École des Chartes date de 1821, c'est la monarchie de Juillet, ils ont fêté leur bicentenaire il n'y a pas longtemps, 1821-2021. Ils forment des archivistes paléographes au métier du patrimoine et ils ont un master, je le dis parce que ça peut intéresser, un master d'humanité numérique qui est ouvert très largement aux non-élèves de l'école. On peut y entrer. Nous, on a des étudiants qui intègrent après une licence d'histoire. À l'université, je parle. On a aussi les archives nationales de Paris qui ont d'immenses archives et qui sont très demandeurs et très impliqués dans ces humanités numériques. Il y a aussi l'IRHT, Institut de recherche et histoire des textes, c'est le CNRS. Et puis il y a certaines universités, dont l'université de Rouen, qui a des chercheurs qui proposent des projets et les ingénieurs de recherche en intelligence artificielle. L'un des enjeux les plus exaltants, les plus ambitieux, c'est, en histoire médiévale, c'est la reconnaissance automatique d'écriture ancienne. HTR, Handwritten Text Recognition. HTR, on va l'appeler ainsi. C'est la création, ça signifie la création d'une machine capable de lire et transcrire des écritures manuscrites. La lecture des écritures manuscrites, ça s'appelle la paléographie. C'est une science dont les spécialistes sont devenus rares. Nous, on a des cours de paléographie, c'est une initiation. Mais il y a une différence entre une initiation et puis vraiment transcrire tout un manuscrit ou des archives. Les écritures sont très diverses. Le Moyen-Âge, c'est 1000 ans. Et même si on prend les derniers siècles, les écritures changent. Changent selon les périodes, changent selon les pays, changent selon les types d'écrits. Nous, on le voit bien. Quand on écrit à la main, on n'écrit plus tellement à la main. Mais quand on prend des notes, on n'écrit pas de la même manière que lorsqu'on écrit, mettons, un CV. On n'écrit pas du tout de la même manière. Eh bien, c'est pareil pour l'écriture. Là, l'écriture d'une recette de cuisine, mettons, au Moyen-Âge, n'est pas écrite de la même manière qu'une écriture d'ordonnance royale, on s'en doute. Mais ça fait beaucoup de diversité d'écriture. Alors, il y a déjà on a un point de départ. Ce qui existe déjà, c'est la numérisation d'un certain nombre de manuscrits. Il faut citer évidemment Gallica. Gallica, qui est
bibliothèque numérique de la BNF, qui existe donc depuis 1997 déjà, et qui ne cesse de numériser alors, tout type de texte, mais aussi des manuscrits. Les textes imprimés sont, pour certains, ossérisés. Ossérisés, vous voyez ce que c'est la reconnaissance de caractères à partir d'une image. L'ossérisation, on le voit bien lorsqu'on interroge un livre numérique sur Gallica, ben, c'est comme toutes les ossérisations de nos scanners. Lorsqu'on a des scanners, on voit bien que lorsqu'on scanne, ben, le L apostrophe, le T, enfin bon, il y a un peu de confusion dans l'air. Donc ça existe pour les livres imprimés avec des fautes, ça n'existe pas du tout pour les livres manuscrits. Il n'y a jamais le petit symbole recherche sur Gallica. Donc il y a quelque chose à faire. Il faut des conditions pour lancer un projet HTR. Il faut d'abord identifier un type de source avec une masse énorme. Parce que si c'est simplement un manuscrit qui fait 30 pages, on peut le faire tout seul. 50 pages, on peut le faire tout seul. Mais lorsqu'on a des milliers de pages, c'est là que l'HTR peut devenir la clé. Donc il faut des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de pages. Il faut également, et les bibliothèques sont pleines, et fonds d'archives sont pleins de ce type de sources. Il faut ensuite créer une équipe avec une synergie entre les anciens chercheurs, qui sont des historiens, des juristes ou autres de collègues qui ont l'habitude de travailler ensemble. Pour moi, ce sont des historiens et des historiens du droit, donc des juristes, et puis des ingénieurs de recherche qui sont spécialisés dans l'IA, mais ils ne sont jamais spécialisés dans ce qu'on va proposer. Donc il va falloir toute une discussion avec deux groupes de personnes qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même expérience. Nous, on sait ce qu'on veut, eux, ils savent ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est un dialogue qui peut durer, qui va obligatoirement durer plusieurs mois. Et c'est passionnant. Il y a déjà eu des réalisations. Je vais vous en citer deux avant de prendre le cas que je pilote, le programme que je pilote. D'abord, il y a eu le projet Imanis, enfin, c'est pas le projet, c'est la réalisation maintenant, Imanis, 2015-2018. C'est la lecture automatique des actes de chancellerie du Royaume de France, 1302-1486, bien le Moyen-Âge, 75 000 pages manuscrites. C'est ce qu'on appelle aussi le registre du Trésor des Chartes. Encore plus ambitieux et plus récent, pas tout à fait terminé, c'est le projet Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire la lecture de 26 registres du chapitre cathédrale, donc la cathédrale Notre-Dame de Paris, 26 registres, 15 000 pages, manuscrits en latin. Dans les ordonnances royales, il y avait du latin, mais il n'y avait pas que du latin, et ça n'a jamais été édité. Ils ont déjà réalisé une partie du programme avec une reconnaissance de 94,1% des mots. 94,1% des mots. Et puis, il y a le projet Tabelnorm. Le projet Tabelnorm, tabellionnage normand, les registres dont vous avez vu le monstre tout à l'heure. Alors, Tabelnorm, c'est un acronyme, tabellionnage normand, c'est-à-dire notariat normand. Ce sont des registres, il y en a qui en font plus de 1000 pages, mais au total, ça fait des milliers de pages. Donc, on est bon, on a des milliers de pages manuscrits. Ce sont des gros registres, 32 cm sur 36. Ce sont on appelle ça des minutes, c'est-à-dire ce sont les actes que les notaires ont passés devant leurs clients, pour leurs clients, qui sont résumés. Ils sont en français, mais simplement c'est le moyen français. Le moyen français, ce n'est pas tout à fait du français. C'est un peu plus difficile, il y a les mêmes mots avec un autre sens, ou il y a des mots qu'on n'utilise plus. Et les notaires avaient obligation de garder la mémoire résumée de tous les actes qui passaient, parce qu'ils devaient pouvoir se retrouver ces actes, compléter, rayer ou bien gratter. Le cas de la ville de Rouen est important. Ce n'est pas parce que je suis à Rouen, à l'université de Rouen, mais Rouen, c'est la deuxième ville du royaume à cette époque-là, capitale de la Normandie, beaucoup de monde,
beaucoup de registres, beaucoup de monde donc, qui passe devant notaire pour acheter, pour vendre, ou je ne sais quoi. 106 registres pour la période médiévale, des milliers de pages. C'est un fonds exceptionnel à cause de la masse, et c'est un excellent état, ce qui est unique en France, c'est qu'en Normandie, la Normandie est très riche, c'est la région la plus riche à ce moment-là. En Normandie, il y a eu les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, dont mes collègues des archives de Caen en particulier, qui est la deuxième ville, ont presque plus rien, parce que tout a été détruit. Ce n'est pas le cas de Rouen, où les registres avaient été mis dans des caves en dehors de la ville. Ce fonds présente des difficultés. Pourquoi ? D'abord, il y a la langue, je l'ai dit. Deuxièmement, c'est un document juridique, donc il y a un vocabulaire juridique, auquel il faut ajouter la coutume normande, auquel les Normands sont très ajoutés, très attachés, et il faut la connaître. Ensuite, il y a des mises en page qui ne sont pas commodes. Voilà une page. C'est beau, c'est régulier, de loin c'est même assez... c'est beau. On reconnaît, je pense, la date, le dimanche. Dimanche, c'est le se et le che. Bon, bref, la mise en page, vous voyez bien que d'un côté, il y a le corps du texte, ça prend les 4/5, et puis de l'autre côté, il y a visiblement des éléments en marge. Bon, ça complique un tout petit peu, parce que ce sont des initiales, ce sont les paraphes, c'est-à-dire le prénom et le nom initial du tabellion, du notaire, et puis il y a le coup. Et puis il y a des petits signes qui sont un petit peu difficiles à comprendre. Bon, bref, c'est pas si évident. Il y a donc ces verrous, je reviens à ma petite liste, on a tout dit, mise en page, masse, écriture, volume, vocabulaire. Alors, voyons ce qu'on peut faire. Ces variations graphiques, parce que je vais vous montrer des variations de mise en page, vous voyez certains actes qui sont rayés. Ça veut dire qu'il y a eu un rachat qui a été prévu, donc on a rayé. Vous voyez aussi, je pense, la différence de couleur d'encre. On a certainement changé de scribe, il a pris une encre à laquelle il est habitué, mais cette encre, elle a pâli. Visiblement, on voit bien, c'est marron clair, alors que l'autre, c'est une belle encre noire qui a bien tenu. Puis on voit dans les marges, en tout cas pour ce qui a été rayé, on a ajouté des choses. Et on distingue même, je pense que vous le voyez, des signatures. Alors le programme de Tabelnorm, donc on a eu cette synergie entre les laboratoires d'intelligence artificielle, le laboratoire d'histoire et le laboratoire du droit. Et on est arrivé à mettre au point un projet de reconnaissance automatique dont je vais vous donner les étapes. D'abord, il fallait voir ce qui existe. Peut-être vous savez, et si vous n'avez pas pratiqué, je vous invite à le faire, il existe des plateformes de reconnaissance de caractères qui sont en ligne et qui, pour un essai, sont gratuits. Le plus connu s'appelle Transcribus. Transcribus, ça veut dire nous transcrivons, c'est transcrire. Alors, il faut d'abord essayer ce qui existe. On a essayé de prendre, alors peut-être pas ce qui est rayé, il ne faut quand même pas exagérer, mais prendre un joli passage comme cela, ou bien celui-ci qui va être notre exemple. Un acte qui est assez court, mais quand même avec des difficultés de modules. Vous voyez bien que la date est mise en plus gros et écrite en plus gros. Bref, on a essayé, on a passé ça à la moulinette de Transcribus, ça donnait 10% de lecture. Donc, c'était la preuve qu'il fallait mettre au point une machine adaptée à ce type d'écriture, ce type de métier, et c'est le projet Tabelnorm. Alors, mes premières rencontres avec les ingénieurs d'intelligence artificielle, c'était des rencontres passionnantes, alors toujours les bonnes questions. Et moi, j'étais un peu ennuyée parce que je me disais, c'est difficile, c'est difficile. Demander, c'est toujours le même scribe? Non, ce n'est pas toujours le même qui a écrit sur 100 ans, on s'en doute. Est-ce que c'est toujours la même mise en page? Non, ce n'est pas toujours la même mise en page. Est-ce que c'est toujours le même module? Est-ce que c'est toujours le même encre? Non, non, non. Est-ce qu'il y a des abréviations? Oui, beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'il
il y a les formules juridiques qui répètent d'acte en acte, alors il les recopie, il les récopie. On appelle ça, pour nos étudiants en paléographie, des abréviations sévères. Sévère, c'est lorsqu'il reste 2 lettres d'un mot qui en fait beaucoup plus, qui en comprend beaucoup plus. Donc chaque fois que je mettais l'accent sur les difficultés, l'écriture, le module, les espacements, je vais vous montrer cet exemple-là. C'est la première ligne. On donne le nom d'une des parties, c'est Guieffroy, Robert. Mais est-ce que vous voyez que Robert est demeurant, parce qu'on met toujours, on le situe, eh bien Robert est demeurant, c'est accolé. Nous, évidemment, on distingue. Nous, on mettrait même une virgule. Mais dans le moyen français, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas d'apostrophe. Ce sont les difficultés. C'est pour ça que c'est une science, et c'est pour ça qu'il y a des formations, et c'est pour ça qu'il y a ce programme. Donc, je mettais chaque fois l'accent sur les difficultés, et chaque fois, l'ingénieur me disait « Ah, c'est intéressant, on ne l'a jamais fait ». Donc, contrairement à ce que je pensais que les difficultés allaient aboutir à l'abandon, pas du tout, c'était exactement l'inverse. Pour nous, l'enjeu, c'est rendre disponible une source patrimoniale. Pour l'ingénieur de recherche, c'est mettre au point une machine adaptée à cette écriture. Et cette écriture, il y en a des centaines et des centaines de registres, pas simplement à Rouen, mais bien ailleurs. Donc on a mis au point un langage commun, on appelle ça une boucle de compréhension, pour arriver à se mettre d'accord sur les buts et sur les étapes. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, mais je vais vous donner les étapes du début, parce que le programme n'est pas terminé. Mais l'objectif, c'est de lire à plus de 90%. L'intelligence humaine plus l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence humaine, évidemment, qui conçoit, qui a le projet, qui conçoit, qui donne les étapes, qui a ses boucles de compréhension avec l'ingénieur de recherche en intelligence artificielle. Que nous a dit l'ingénieur, qui s'appelle Pierrick? Il nous a dit, d'abord, il faut apprendre à lire à la machine. Donc, il lui faut une transcription à l'identique. Il ne s'agit pas de lui donner la transcription de la 3e ligne, telle que nous, on doit la faire. Guieffroy, Robert, Demourant, en la paroisse, etc. Non, il faut mettre ce que l'on voit. Alors j'ai fait un petit riri pour montrer qu'il fait un signe après Demour et après paroisse, un petit signe. Mais ce que l'on met dans la transcription à l'identique, c'est un petit tilde qui indique qu'il y a, c'est une convention, qu'il y a une abréviation. Après, on lui apprend à reconnaître. Mais voyez que là et paroisse, c'est collé. Alors que nous, il va falloir le décoller. Enfin, je pense que vous comprenez les 1000 difficultés. Donc, il fallait prendre une année, 1465, j'ai choisi 1465, qui est une année de guerre civile, donc il se passe forcément beaucoup de choses, 472 pages, ça fait à peu près 1500 actes notariés, il fallait produire 20% en transcription manuelle, donc intelligence humaine, transcription de bénévoles, j'ai tout un groupe de paléographes ou d'archivistes, paléographes de l'école des Chartes, qui étaient tout prêts à participer à ce projet. Ça, c'est fait. Vous voyez, les étapes, on lui donne, on l'apprend avec 20% pour lui montrer la diversité. Et on commence par le corps du texte. Après, il fallait faire ce qu'on appelle des balises. Parce que des balises d'entités nommées, ça c'est le vocabulaire, pour permettre ensuite l'indexation. Alors, on fait quoi les balises? Les dates, les prénoms, les noms, les lieux, les statuts, les métiers, les liens, les monnaies, les formules juridiques. Donc, vous voyez, on balise le texte avec des balises différentes chaque fois. J'ai mis que quelques exemples pour lui faire repérer c'est un prénom, c'est un nom, c'est un lien de parenté, fille, fils, père, ou etc. Ça, c'est du travail de l'intelligence humaine. C'est le travail préalable. Ensuite, la machine qui a appris à lire, on lui apprend à lire avec ses 20%, peut commencer à faire une production. Et là,
on a vraiment une combinaison IA et IH, parce que chaque transcription doit être vue par l'équipe d'enseignants-chercheurs pour dire « là, c'est pas mal, tu as bien compris, là, pas vu, pas compris, alors on recommence ». Donc ça suppose beaucoup d'étapes où on revoit, mais on ne le fait pas sur les 400 pages, ni sur les milliers de pages, on le fait pratiquement par acte pour voir si ça marche et on avance. Le but ensuite, eh bien, c'est de valider, par conséquent, et enfin, vous voyez, je vous ai donné cet exemple-là, et j'arrive à la conclusion, c'est de valider et de trouver le moyen d'indexer. Parce que c'est intéressant de voir les actes, mais c'est intéressant aussi de pouvoir interroger par mots-clés, donc d'indexer. Nous, quel est l'intérêt d'avoir des outils de recherche si on n'a pas une indexation? Alors, je termine cette conférence en... Vous avez bien compris qu'entre l'imprimerie et l'IA, il y a de grandes différences, même si l'objet commun est le manuscrit, la mise en valeur des manuscrits. Entre l'imprimerie était en continuité avec l'âge des manuscrits. Le livre restait un objet matériel, alors que l'HTR contribue à dématérialiser le livre, même si on peut imaginer une édition papier, mais ce serait absurde et ce serait des éditions avec des milliers de pages, donc c'est absurde. Donc le bilan, ce n'est pas livre manuscrit contre livre imprimé, ce n'est pas reconnaissance automatique des caractères contre intelligence humaine, c'est les deux en même temps, évidemment. Je vous ai mis un exemple, mais il est un peu élémentaire, de la combinaison inévitable et indispensable entre l'IA et l'IH. Vous connaissez le logiciel de traduction qui est DeepL, qui fait 33 langues, qui est pour une partie, lorsqu'on a un petit texte, en libre. Mais quand on prend tableau, comment dit-on tableau en anglais? Vous voyez bien qu'il y a plusieurs. Au début, il y avait un seul mot. Maintenant, il y a toute une liste de phrases où, selon les contextes, on a des mots différents. Mais si j'ai pris le mot tableau, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on peut traduire en anglais de plusieurs manières différentes. Donc on est à l'aube de cette révolution de l'IA, et je vous indique pour la dernière diapositive quelques livres pour aller plus loin, qui soient en ligne, ou le dernier est en ligne d'ailleurs, j'ai eu le lien, j'aurais dû le mettre, mais je ne l'avais pas quand j'ai donné le PowerPoint. Le dernier, c'est une page, c'est très rare qu'on ait un article avec une page, qu'on a fait justement sur le projet de Table Énorme. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais vous poser une question. Je comprends que, en termes de mise à disposition du savoir, il y a une véritable concordance des temps entre ce qu'a permis l'imprimerie et ce que permet aujourd'hui l'IA. Oui, mais l'imprimerie IA est plus facile, un imprimé et l'IA est plus facile qu'un manuscrit et l'IA. Et d'ailleurs, le premier exemple que j'ai pris des actes de chancellerie royale, ça avait été imprimé. Bon, il y avait eu des fautes, etc. Donc oui, tout à fait. D'accord. Et alors, autre question que je voulais vous poser, c'est est-ce que il y a des résistances similaires à l'innovation apportée par ces deux technologies ou techniques à plusieurs siècles de distance, et est-ce qu'il y a eu quelle résistance d'ailleurs y a-t-il eu au moment de l'imprimerie, parce que le progrès était quand même manifeste, à part du côté éventuellement des professionnels. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des réticences? J'en doute, parce que le progrès est manifeste aussi, mais il y a par contre des inquiétudes plus généralement autour de l'IA. Oui, ce sont des questions. Alors, j'ai évacué cette question pour ou contre, mais on peut quand même dire ce que l'on voit. Alors, ce que l'on voit, vous avez raison, au moment de l'imprimerie, j'ai un exemple très précis d'un grand savant, qui est Thomas Bazin,
donc on est vraiment deuxième moitié du XVe, qui est hostile à l'imprimerie, et finalement il va être converti et il va être très, très favorable à l'imprimerie. Il dit l'imprimerie, eh bien il y a beaucoup de fautes. Et c'est vrai que lorsqu'on fait l'étude des premiers imprimés, je ne parle pas de la Bible de Gutenberg, qui est un vrai chef-d'œuvre, mais je parle de ce qui est produit ensuite un peu plus en masse, dans la deuxième moitié du XVe, et il y a plein d'erreurs. Il y a plein d'erreurs. Je vais vous prendre un exemple. J'ai un texte manuscrit que je suis en train de terminer d'éditer, et c'est un texte qui a eu du succès, ce qui fait qu'il a été très tôt imprimé. Et à un moment donné, il est question, c'est une tactique militaire, c'est la tactique militaire de la fuite. C'est une tactique. C'est pas une fuite parce qu'on est perdant. Ça peut être une tactique et ensuite on revient. Bon. Eh bien, dans la première édition imprimée, c'est marqué « de fierté », la fierté. Fuite est devenue fierté. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis, on avait oublié plein de pages. Et puis, ça s'arrêtait au milieu d'une phrase. Et puis, il y a des pages qui ont été inversées. C'est-à-dire que l'imprimerie, c'est très bien, mais il faut quelqu'un qui vérifie le texte. Il faut quelqu'un qui vérifie l'ordre des pages. Regardez nous-mêmes. Nous-mêmes, lorsqu'on fait une conférence, quand on commence à ne pas avoir bien numéroté, bon, donc c'est à plus forte raison lorsqu'on a des livres de plusieurs dizaines, voire centaines de pages. Donc, il y avait des critiques, et des critiques qui étaient méritées. Alors, ça dépendait. Il y a des bons imprimeurs et il y a des moins bons imprimeurs. Mais celui-là, le Thomas Bazin, est devenu un très grand partisan et il a édité, contrôlé lui-même l'imprimerie de ces textes. Donc, renversement. Pour aujourd'hui, donc sautons 6 siècles, pour aujourd'hui, d'abord, un programme comme celui-là, comme Tabelle Norme, ou les programmes de mes collègues des archives ou d'autres universités, d'abord, rien n'est obligatoire. Il faut qu'on soit intéressé par un type de source et on se dit, je ne peux pas le faire tout seul. Et je ne peux pas le faire, je ne peux pas le donner à un doctorant ou une doctorante. Et, il y aurait de quoi l'écraser, et franchement, ce n'est pas raisonnable. Donc, lorsqu'on a ça, lorsqu'on se dit, je ne peux pas le faire seul, mais il existe, parce que j'ai discuté avec les ingénieurs d'études et de recherche, il existe un moyen. Donc, c'est le volontariat, évidemment. Il faut aussi imaginer que c'est beaucoup de temps. C'est très chronophage. Moi, je trouve que le jeu vaut la chandelle. Mais ça prend des dizaines de réunions. Mais au moins, ce sont des réunions où on fait quelque chose. Mais ça ne peut pas se faire en 5 minutes. C'est pas comme ça, c'est impossible. Parce que les sources sont différentes. Il faut donc que l'ingénieur s'adapte. Et il fallait que je m'adapte, que je comprenne ce que dit l'ingénieur. Et je ne deviendrai pas ingénieur de recherche. Et lui ne deviendra pas médiéviste. Donc c'est très intéressant, mais il faut penser au but qui nous unit et non pas à tout ce temps. Vous voyez, ce sont des programmes qui durent 4 ans. Et en réalité, ça déborde. Il faut au moins plus d'1 an pour ces discussions. Donc, il y a une conscience du progrès, mais il faut une combinaison de paramètres qui fait qu'il n'y a pas tant de programmes que ça, je parle pour l'époque médiévale. Mais je sais que j'ai des collègues espagnols en particulier qui me disent, alors quand ton HTR est au point, tu nous en parles, parce que nous, ça peut nous intéresser. En tout cas, ils essaieront. Mais peut-être que l'écriture, la mise en page seront différentes. Après, vous voyez, c'est une question de dosage. Merci beaucoup. Une dernière question qui nous est arrivée, si nous mordons sur 2 minutes peut-être. Est-ce que l'HTR peut travailler simultanément en plusieurs langues sur un même texte? Je pense à des actes mêlant français et latin. Intègre-t-il les dialectes? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question et qui s'est posée justement à nos collègues pour le projet HTR des actes de chancellerie. Parce qu'il y avait du latin, du français, de l'occitan. Donc 3 langues.
Il a fallu nourrir la machine, apprendre à lire à la machine en prenant des extraits dans les 3 langues. Donc, si je réponds d'une manière en un mot, oui, c'est possible, à condition d'avoir appris à la machine à lire. Très bien. Écoutez, merci infiniment pour cette belle conférence. Ah, il y a encore une question? Pardon. Faites-vous appel... Je ne vois pas. Allez, faites-vous appel à des notaires en exercice pour le projet Tabelform? Tabelnorm. Pardon. Appel, là, j'ai pas entendu le mot. Des appels à des notaires. À des notaires d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Ah ben alors ça, c'est aussi une très bonne question. Je ne sais pas si la question est posée parce que la personne est notaire ou connaît des notaires. Évidemment, nous, les premiers contacts qu'on a pris, ce sont les contacts avec les notaires d'aujourd'hui, qui ont quelquefois une curiosité ou un savoir particulier sur leurs prédécesseurs. Mais ils sont suffisamment accaparés par leurs tâches contemporaines, donc facultatifs. Mais je sais qu'on avait, dans notre transcription collaborative, pour apprendre à lire à la machine, on avait un notaire. Écoutez, merci infiniment pour cette belle conférence qui manifestement a beaucoup intéressé. Les remerciements pleuvent. Merci. Et j'annonce que le vendredi 13 décembre, on aura un tout autre sujet. C'est Stéphane Mourlan, maître de conférence à l'université d'Aix, qui nous parlera de l'évolution des sports de neige au miroir des Jeux Olympiques en France. Donc on partira sur une autre piste. Merci.